Bonjour tout le monde, nous sommes lundi après-midi et j'ouvre une semaine de vlog post-Brive. On se remet un petit peu dans le bain, ça y est, c'est la rentrée. C'était les vacances, c'était bien, c'était chouette, mais c'est comme ça. Il fait pas très beau, on est un petit peu déprimé de reprendre, mais tant pis, c'est pas grave, on est là, voilà. Alors à Brive, vous avez vu mon vlog peut-être sur Brive. Je vous invite à y aller si vous ne l'avez pas encore vu parce que je vous montre un petit peu les achats. Je vais pas revenir dessus, je ferai un post Instagram aussi là dans la semaine. Donc voilà, c'était chouette, vraiment, c'était un bon salon, c'était pas aussi fou que l'année dernière parce qu'on a trouvé avec les filles que la programmation était pas dingue. Il n'y avait pas des grosses têtes d'affiches, c'était pas nos grosses têtes d'affiches en fait de base. Et après, bon voilà, on a vu pas mal d'auteurs, il y a des auteurs qu'on n'a pas vus. Mais voilà, globalement c'était vraiment un bon salon. On a retenu quand même dans le négatif peut-être un souci de communication parce que bien souvent quand on arrivait sur un stand, on ne savait pas à quelle heure les auteurs arrivaient. Et les libraires eux-mêmes, les libraires du stand eux-mêmes ne savaient pas quand les auteurs arrivaient le matin ou l'après-midi. On a parfois attendu longtemps avant de comprendre que l'auteur, non, il n'était pas là le matin, mais il était là cet après-midi. Donc on perd une heure dans la queue, hop, on va voir quelqu'un d'autre. Finalement, il n'est pas là. Moi, Delphine de Vigan, elle était annoncée le samedi après-midi, j'ai fait la queue à 2h15. À 3h30, elle était toujours pas là, donc j'ai décidé d'arrêter de faire la queue. Mais voilà, un petit manque de communication, j'ai l'impression, entre soit les auteurs et les libraires du stand, soit l'organisation et les auteurs, soit... Enfin bref, je sais pas trop comment ils font, mais c'était un petit peu dommage pour certains auteurs, notamment Eric Emmanuel Schmitt, que je n'ai encore pas vu cette année. Mais c'est pas grave, je ne perds pas espoir de le voir un jour. Donc voilà, globalement c'était un bon salon. Nous on a passé un super moment avec les filles, c'était vraiment top. J'ai pas trop craqué, hein. J'en ai acheté 7, dont un qui était déjà lu, c'était Paris-Briançon de Philippe Besson. Donc j'en ai 6 à lire. C'est pas des pavés, c'est des beaux petits livres. C'est presque que des poches, je crois. À part le Lola Lafont, qui est pas tout à fait un poche, mais pas tout à fait un grand format. Donc j'en ai programmé déjà certains dans ma palle, dans mon planning de lecture. Soit pour décembre, soit pour janvier. Comme ça, je les programme, je me décharge mentalement de ces livres-là, je sais qu'ils vont être lus bientôt. Et je peux me consacrer pleinement à ce que j'ai choisi de lire aujourd'hui, en ce moment. Et en ce moment, c'est Le Tueur de l'ombre de Claire Favant. Je suis presque à la moitié. Et je vais pas pouvoir lire aujourd'hui. Je pourrais lire demain. Ah oui, je pourrais lire demain matin et demain soir. Donc j'espère le finir mercredi. Je suis à la page 265 et il en fait 550. Donc il me reste un peu moins de 300 pages. Je pense que ça peut être bouclé en 2 jours. Et ben on est dans la suite du tueur intime avec Will, qui est un personnage un petit peu particulier, hein, voilà, qui est complètement horrible en fait ce mec. Et donc là on le suit ou pas. Je peux pas vous dire plus parce que c'est une suite et que je veux pas vous spoiler la fin du tueur intime. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Angie qui l'a lu récemment et qui nous en a très bien parlé. Moi qui m'a donné envie de reprendre la suite, donc Le Tueur de l'ombre. Et je me régale, vraiment je me régale. C'est un bonheur de lire Claire Favant et de retrouver Will. Alors je n'aime pas Will, hein, on est d'accord, mais en fait je l'avais lu en 2017 ou 2018. Peut-être 2017. Donc ça fait 5 ans et... je me rappelais plus de la fin. Dans ce tome-là que j'avais acheté à Brive l'an dernier, Claire me spoil la fin du 1 en me disant « et à la fin... » Et j'ai fait oh, « mais oui, c'est vrai, j'avais complètement zappé. » Donc ça, c'était à Brive l'an dernier. Et je m'étais dit « ah là là, faut quand même que je le lise. » Et je le lis un an plus tard. Mais donc voilà, c'est vraiment hyper plaisant. Claire est très impactante. Elle raconte super bien. Et on est dans... soit on est dans la tête de Will, soit on est avec le FBI. C'est vraiment particulier dans Le Tueur intime, je veux dire. Et là, dans celui-ci, on a encore, je vais pas dire un autre point de vue, mais une autre narration qui englobe vraiment tout ce qui peut se passer autour de Will. Et c'est génial, quoi. Il est un petit peu plus court que le premier, puisqu'il fait que 550 pages. Mais c'est un régal, vraiment c'est un régal. Et après celui-ci, je lirai Adopte, qui est un... je vais vous le montrer. Qui est un thriller. Hop. Qui est un thriller de Arnaud Poissonnier, sorti aux éditions Tombouctou. Voilà, Tombouctou. Qui est un auto-édité qui est interdit au moins de 12 ans. Et dans ce thriller-là,
On découvre Jeanne. Jeanne avait dû se rendre à l'évidence, elle faisait partie du nombre grandissant de femmes souffrant d'infertilité. On ne pouvait rien y faire et le choc fut terrible quand le spécialiste le lui annonça. Mais un jour de 2021, Maximilien était entré dans sa vie pour l'illuminer comme jamais. Pour combien de temps? Car un mal couve, tapis au plus profond des entrailles de son enfant adopté. La maladie rampe sans bruit et va se propager de manière fulgurante. Pourquoi son fils? Y aurait-il un lien entre cette adoption et la nouvelle pandémie? Jeanne a besoin de savoir. Ce livre-là a été écrit, je ne sais pas si ça va être écrit du coup vu que c'est un auto-édité. Il a été écrit, ah zut, je pense qu'il, voilà, 2020, septembre 2020. Mais il a été écrit avant la pandémie, mais il parle de la pandémie. Donc il y a une espèce de rêve prémonitoire dans ce bouquin, et je l'ai depuis bien 2 ans dans ma palle. Et c'est l'auteur qui, enfin je l'avais acheté à l'auteur, il me l'a dédicacé et je le sors enfin parce que je suis très très curieuse de le découvrir. C'est un beau petit bébé qui fait un peu plus de 400 pages, 440 pages. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir, j'ai très envie de l'aimer parce que je suis curieuse. Voilà, donc ce sera mon prochain après Le Tueur de l'ombre. Et en audio, je pense que je vais abandonner Nécrologie parce que j'ai pas de plaisir à y revenir, parce que j'ai très peu pris ma voiture avant les vacances à cause des pannes d'essence, pas des pannes, mais des problèmes de station-service. Donc je n'ai pas pris la voiture depuis bien longtemps, donc je ne me rappelle plus où j'en étais. Et puis je trouve que c'est un livre très plombant à écouter. Donc je vais passer à un autre livre. Sauf qu'un autre livre que je voulais, eh ben, c'était De fièvre et de sang de Sir Cédric, qui est encore un thriller. J'ai grand plaisir à lire Claire Favant, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'écouter un thriller en ce moment? Je ne sais pas. Là, depuis ce matin j'ai pris la voiture, ça la reprend ce soir. Je me suis écouté des podcasts, en fait, parce que j'avais plein de podcasts à écouter. J'ai écouté des interviews de Lorraine Bastide concernant son nouveau livre et j'ai écouté le calendrier de l'avant Halloween de la Gazette du Maine qui parle de Stephen King. C'est Émilie qui fait ça. Je vous conseille vraiment la Gazette du Maine, c'est toutes les 2 semaines et ça résume l'actualité de Stephen King en 2 semaines, enfin sur les 2 semaines qui viennent de s'écouler. C'est très complet, c'est très intéressant et là elle a fait un calendrier de l'avant d'avant Halloween. Chaque jour du mois d'octobre jusqu'au 31 octobre, où chaque jour d'octobre correspond à une date qui est dans un des livres de King. Donc par exemple, le 12 octobre 1960, Jack Torrance écrit un bouquin, machin. Et hop, elle remet le contexte. Alors Jack Torrance, c'est qui? Bah, c'est le personnage principal dans Shining, enfin un des personnages principaux. Et elle explique du coup, chaque date correspond à un bouquin, donc à un univers de King. C'est hyper bien fait, ça dure 2 minutes. Et c'est chaque jour du mois d'octobre, dans la Gazette du Maine. Parce que le Maine, c'est l'état où habite Stephen King. Quoique, non, maintenant, je crois qu'il est en... Il est à Miami, il me semble. Il est en... Ah! C'est quoi l'état? Honte sur moi. Floride, la Floride, voilà. Il est en Floride, je crois. Mais il a toujours sa maison, sa belle maison dans le Maine qui ressemble à un manoir comme ça. Que j'aimerais tellement voir. Peut-être un jour, je ne sais pas. Et donc voilà, j'ai écouté tous ces podcasts-là. J'avais au moins 15 jours à rattraper, donc potentiellement 30 minutes à rattraper de podcast. Plus les interviews de Lorraine Bastide. Donc ça m'a fait le trajet aller-retour ce matin et ce midi parce que je suis allée chez l'ostéo, parce que je suis un petit peu coincée. Et ce soir, je pense que je vais continuer à écouter ça parce que j'ai d'autres podcasts de retard. Notamment un sur Emily Dickinson, 2 sur Zola et un autre, je sais plus qui. Je sais plus, mais bon, voilà. J'ai toujours des podcasts, en fait, j'ai mon application Podcast Addict et je suis des podcasts et je regarde souvent les nouveaux épisodes et quand il y en a un qui me plaît, bah, je le télécharge et je le mets dans ma playlist en fait, mais je les écoute pas tout de suite. Donc là j'ai un petit peu de retard dans mes podcasts, ça tombe très bien parce que j'ai pas envie d'écouter un thriller ce soir en fait. Vu que le mood est un petit peu brumeux, j'ai pas envie de me plomber encore plus, donc les podcasts ça sera très bien. Donc voilà pour l'actualité du jour, je vous reprendrai bien sûr peut-être demain, peut-être pas demain. Peut-être mercredi. Mais en tout cas, je vous parlerai du Tueur de l'ombre, même si c'est un tome 2, je vous donnerai mes impressions. Et puis peut-être que j'aurais pu démarrer Adopte de Arnaud Poissonnier. J'espère que vous, ça va et que vous allez passer un bon moment dans ce vlog. Et je vous reprends mardi après-midi parce que j'ai un petit book haul à faire. J'ai reçu des choses dans la boîte aux lettres hier déjà et j'ai pas eu le temps de vous les montrer, parce que c'est un petit livre. C'est une édition collector de chez Pocket, toute jaune, très très jolie. De prendre soin de l'enfant intérieur de Thich Nhat Hanh. Désolée si je le prononce mal. Il est très très beau, il est tout doré et à l'intérieur aussi, voilà, les pages sont
toute colorée. La tranche là est toute colorée, c'est très joli. Donc vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment confiance en vous, de manquer parfois de recul face aux épreuves du quotidien. Et si certaines de vos blessures d'enfant vous empêchaient de vous construire sereinement. Thich Nhat Hanh nous aide, grâce à des exercices de respiration, de concentration et de méditation, à apaiser la colère, la peur, la tristesse qui hantent encore nos vies d'adultes, à les transformer en une force de réconciliation et de compassion. Ma foi, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Ah, elle est décédée? Elle est morte en 2022. Ah, la vénérable Thich Nhat Hanh est un maître bouddhiste vietnamien. Son action, son courage, l'amour qu'il a porté à son peuple ont construit Martin Luther King à soutenir sa candidature pour le prix Nobel de la paix en 67. Ah ouais. Réfugié politique en France en 69, il a vécu en Dordogne, au village des Pruniers, la communauté qu'il a fondée en 82 et où sont animés des séminaires réunissant des centaines de participants venus du monde entier. Waouh. Ok, donc succès mondial en fait. Je ne connaissais pas du tout cet auteur. Et ben écoutez, merci beaucoup Pocket, parce que je suis curieuse. Alors, les pages du coup sont un peu collées vu qu'elles sont colorées. Alors ça se présente en plusieurs parties. C'est plutôt... ça ressemble pas à des exercices. Ça a l'air plutôt écrit, voilà, ça fait pas... Il n'y a pas de tableau, il n'y a pas quoi que ce soit. Il y a plusieurs petits chapitres. Ah si, relaxation profonde. D'accord, laisser faire, lâcher prise, laisser respirer le Bouddha, reconnaître la souffrance. Et ben écoutez, je pense que ça pourrait atterrir sur ma table de chevet. Il y a pas mal de chapitres, il a l'air... alors il est assez court, il fait 220 pages. Et il y a combien de parties? Il y a 3 parties. Et ben écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup Pocket, il est très joli. Je pense que c'est les éditions collector de Noël à mon avis. Donc voilà. Et ensuite j'ai déjà préouvert parce que je sais que le... c'est pas cool pour certains. Donc j'ai pensé à vous. Voilà. Alors, gros Pocket. J'attends un livre de Pocket, mais je pense que je ne le recevrai pas. Ah ouais, d'accord. Ok, très bien. Les 5 clés du bonheur, toujours dans l'esprit développement personnel, confiance en soi, tout ça, ma foi, pourquoi pas. Alors c'est une double sortie. Pourquoi ils sont présentés ensemble? Eh bien, parce que c'est les deux... c'est la collection Évolution, d'accord. Des clés du bonheur de Tal Ben Shahar et la diagonale de la joie de Corinne Sombrin. Très bien. Et voilà, tous les deux. Donc les 5 clés du bonheur, il est très très court. Le bonheur physique, le bonheur émotionnel, le bonheur relationnel, le bonheur intellectuel et le bonheur spirituel. Bah, écoutez, je ne connais pas du tout. Il fait 220 pages, il est vraiment très court. Et celui-ci, la diagonale de la joie, qui est plutôt sous forme de roman. Lettre à mon basilic. D'accord, très bien. Pourquoi pas. Ok, de retour en Occident après des années d'initiation en Mongolie, Corinne Sombrin décide de présenter, je suis un peu prise du nez, son expérience de la transe à la communauté scientifique. Après, la transe, ouais, c'est pas trop mon truc. Mais bon. Ah, mais je la connais, elle. Sa tête me dit quelque chose. Bon. Hors de tout cadre religion, elle peut être induite par la seule volonté. Son potentiel thérapeutique est immense, les implications... Ok, très bien. Donc ils sont sortis le 20 octobre tous les deux, celui-là est un peu plus gros, il fait 360 pages. Voilà, donc là on est full évolution, hein, développement personnel de chez Pocket. Je pense qu'il y en a qui peuvent peut-être être intéressés. Ça va être celui-là en priorité, je pense. Et celui-là, pourquoi pas. Franchement, j'aime bien les petits bouquins comme ça. Donc, ma foi, merci beaucoup Pocket. Et nous avons un colis de Actes Sud, mais je crois que c'est le programme. Ouais, c'est le programme. J'ai un petit agenda Babel. Un petit agenda. Je le reçois presque tous les ans, ce petit agenda. Donc, petit agenda Babel. Voilà le programme des nouveautés pour les mois de janvier et février. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qui va me sauter aux yeux? Paul Auster. Ah, très bien. D'accord. Oui, d'accord. Donc, il n'y a rien pour l'instant qui me saute aux yeux. Nicolas Mathieu, très bien, le nouveau Nicolas Mathieu, Aux animaux la guerre, paru en janvier. Mais comme j'ai pas aimé son dernier, je pense pas que j'irai vers ça. Nancy Houston, pourquoi je connais Nancy Houston? Anne Pratchett, ça me dit quelque chose aussi. Parution le 4 janvier, La maison des Hollandais. Je connais La maison des Hollandais. Ah, c'est parce qu'il paraît en poche.
Ok, et les livres noirs, bon bah écoutez, je vais regarder un petit peu tout ça, mais il n'y a rien qui me saute aux yeux, donc ça veut dire que j'ai potentiellement rien à demander à Actes Sud, et ça veut dire potentiellement pas plus 1 ou plus 2 ou plus 12 dans la palle, voilà. Eh bien écoutez, j'ai toujours pas fini le Tueur de l'ombre, je suis page 370. Ça veut dire qu'il m'en reste plus que 150, je crois, quelque chose comme ça. Donc je vais essayer de bien avancer ce soir et de le finir demain. Et après j'attaque mon thriller pandémique et je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Nous sommes mercredi après-midi et je suis rentrée du boulot. J'ai terminé Le Tueur de l'ombre, ça y est, de Claire Favant. C'était un très très bon tome, même si je l'ai trouvé un petit peu plus lent que le tome 1 et avec quelques petites répétitions en plus. Voilà, on a compris à certains moments que l'autrice insistait sur certains points. Moi, ça m'a pas tellement dérangé parce que ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de recontextualiser un peu le tome 1, vu que j'avais lu en 2017 et que j'avais oublié 90% du livre, que je ne me rappelais que de la fin, et encore, je ne sais plus comment elle arrivait. Là, ça m'a permis de bien le resituer, donc c'est pas gênant si vous avez lu le tome 1 il y a très longtemps et que vous lisez le tome 2, parce qu'on réexplique vraiment bien. Si vous enchaînez les deux, vous pouvez sûrement retrouver pas mal de répétitions. Ça peut être gênant, moi ça m'a pas dérangé du tout. Je trouve que Will est un personnage terrifiant, que la fin est flippante. J'ai vraiment adoré, mais je fais entièrement confiance à Claire Favant de toute façon. Donc ça veut dire que là il m'en reste 2 à lire d'elle, Apnée noire et Miette de sang, je crois. Et je pense que je les aurai tous lus, voilà. Je suis trop contente d'avoir ça à jour, d'avoir la saga Will Edwards à jour et d'avoir terminé celui-ci. Je suis vraiment trop contente. Merci Angie, parce que c'est toi qui me l'as fait sortir de ma palle en commençant de Tueur intime. Et vraiment, je suis ravie. Je suis vraiment ravie. C'était top. Et donc j'ai commencé Adopt de Arnaud Poissonnier aux éditions Tombouctou, édition auto-éditée. Et ma foi, eh ben, voilà. Je suis déjà à la page 152. Je l'ai commencé ce matin. En sachant que ce matin, j'avais 50 pages du Tueur de l'ombre à finir. Et je me suis bouffé 150 pages déjà de Adopt. Donc c'est dire comme il se lit bien, comme il est efficace. On est là dans un thriller pandémique. Thriller médical, collapsologique, tout ce qui est grand effondrement, fin du monde, tout ça. C'est vraiment flippant. Ça part, en fait, le livre a été écrit, il a commencé à être écrit, il me semble, en 2017. Voilà, il a commencé son travail d'écriture en novembre 2017. Et il ne savait bien sûr pas que le Covid allait débarquer chez nous. Et il est très proche, en fait, de cette pandémie. C'est-à-dire qu'il situe l'action entre 2020, enfin, plutôt 2021, et 2025. En 2021, on est en plein dans le Covid, donc je pense que c'est une partie qui a été écrite après, enfin longtemps après qu'il ait commencé à écrire le bouquin, parce qu'à mon avis, il a mis quelques temps à l'écrire. Et quand le Covid a commencé, il a dû se dire non, je peux pas sortir un truc pareil, il faut que j'inclue le Covid, je peux pas, voilà, ça fait trop réel, trop voyance, tout ça, donc prémonition. Donc il a inclus le Covid dans le bouquin en 2021 avec une femme qui est là et qui ne sait pas trop où elle est, qui s'appelle Julie. Au début, on comprend pas trop, et là où j'en suis, je commence à sérieusement flipper, et sans vous spoiler, à trouver ça très ressemblant d'une série américaine terriblement actuelle, avec des robes rouges et des petits chapeaux blancs, voilà. Donc j'en suis là, et en 2025, en parallèle, nous avons des enfants qui décèdent de maladies très étranges en quelques jours. Certains ont été adoptés, d'autres pas. Mais il y a une entreprise d'adoption qui s'est mise en place il y a plusieurs années avant ça, pour accueillir, pour adopter des enfants issus d'un tremblement de terre catastrophique et dont ils sont les seuls survivants, enfin bref, des choses comme ça. Donc des enfants adoptés, ils grandissent au sein des familles, et là, il y en a certains qui sont décédés des suites d'une grave maladie, mais quelque chose de très fulgurant. Donc c'est un petit peu difficile, mon petit cœur de maman a mal, parce que c'est des enfants, mais c'est terriblement réel en fait, donc voilà, je trouve ça vraiment très intéressant, mais un petit peu flippant. Donc voilà, je n'aurai probablement pas le temps de le continuer aujourd'hui. Demain je suis à la maison parce qu'il y a grève, parce que l'école dans laquelle je travaille fait grève, et mon fils est à la maison parce qu'il y a grève aussi. Donc il y a des grèves partout, c'est pas très grave, je peux rester à la maison. Et donc, je pense que je lirai pendant la sieste du petit, si je peux réussir à l'avancer. J'aimerais tellement le finir
pour ce week-end en fait. En sachant que, ah mais j'ai mon planning sur le téléphone, le prochain que je lis, je crois que c'est Chou à la crime et c'est seulement loin en fait, hein, genre mardi prochain en fait. Donc il est pas impossible que j'en case un petit avant si vraiment je suis efficace. En tout cas, il se lit vraiment, vraiment vite. Là, j'ai lu en 1 heure, alors j'ai 1 heure, allez on va dire ouais, un peu plus d'1 heure. En un peu plus d'1 heure, j'ai lu 150 pages. Mon rythme de croisière, de lecture, 1 heure, c'est 80 pages, 100 pages quand je suis en forme, 120 pages quand vraiment c'est un truc de dingue quoi. Et bah là c'est un truc de dingue de dingue. Voilà, donc page 150 pour Adopt. Et je l'ai pas, j'ai pas revu passer l'info, mais à l'époque, je pense que ça doit toujours être actuel. Quand on achète ce livre, qui est donc un livre auto-édité, il coûte 21,50 €, il y a 1,50 € de frais de port, et sur ces 21,50 €, il y a 2 € qui sont offerts à l'hôpital Necker, parce qu'il y a une partie de cette histoire qui se passe à l'hôpital Necker. L'hôpital Necker, c'est l'hôpital des enfants, mon fils est né prématuré, et du coup, bah voilà, l'hôpital Necker, ça me parle, donc j'ai été très contente de faire ce geste, et de participer aussi à ce don et à cet achat. Donc voilà, je ne l'ai pas fini, mais je vous le recommande quand même, ne serait-ce que pour le principe et pour se dire, il est auto-édité. C'est très rare que je lise de l'auto-édité, mais là c'est Lucille, l'œil du Luciole dans les polars sur Instagram, qui en avait très bien parlé. J'avais discuté avec l'auteur et vraiment je suis contente d'avoir fait ça, donc je vous le recommande déjà pour le principe, et puis en plus il est flippant, de réel. Voilà, je vais aller boire mon petit thé noir avec mon mag, coucou, avec mon mug, coucou mag, qui m'avait fait ce joli mug bien personnalisé, qui n'existe que pour moi, mais il est trop chaud je crois. Il est trop chaud. Voilà, j'ai rien reçu, c'est pas plus mal, j'ai eu pas mal de services là, presse, il faut que je les note dans mon carnet. Et puis j'essaie de vous prendre demain avec des petits gazouillis de mon fils un peu partout je pense, si je vous prends demain, et j'essaie de conclure ce vlog dans le week-end. J'espère que vous ça va, et qu'il fait beau chez vous et que vous lisez bien. Je vous reprends rapidement, on est vendredi 11 novembre et j'avance bien Adopt, il me reste plus grand chose, il me reste une centaine de pages et j'aimerais bien le finir aujourd'hui en fait. Parce que ma prochaine lecture c'est Chou à la crime, l'été meurtrier d'Oxford, le tome 1 à partir de mercredi, mais je vais le décaler à jeudi pour pouvoir me caser au moins un livre, voire 2 livres entre demain et mercredi. Donc en 4 jours, 2 livres, je pense que c'est possible. Je vais prendre La race des orphelins que j'ai acheté tout récemment à Brive, qui est vraiment court et très espacé. Et un autre, je ne sais guère encore, je ne sais lequel, mais j'aimerais bien dégommer 2 petits livres de ma palle. En sachant que samedi prochain, je vais finalement à Noir-sur-Ormesson. Ce n'était pas prévu, mais en fait je vais y aller le matin, assez tôt à l'ouverture. Pour voir quelques auteurs, je ne vais pas en voir trop. Je vais prendre La saignée de Sir Cédric. Je vais prendre, j'ai envie de tenter un Christelle Duchamp parce que j'en entends beaucoup de bien et j'ai envie d'essayer. Et je vais me faire dédicacer un livre de Julia Chapman parce qu'elle est là et que c'est assez inédit. Elle était déjà là l'an dernier et elle y est encore cette année et ce serait vraiment chouette de la voir. Même si là, j'ai d'ailleurs chroniqué L'Auberge qui était loin d'être un coup de cœur, mais c'était une bonne lecture. J'aime bien les détectives de Yorkshire, j'ai bien envie de continuer la saga et je me dis... faire signer le tome 1, ce serait cool, donc c'est l'occasion. Voilà, j'irai donc à Noir-sur-Ormesson samedi et je vous prendrai bien sûr pour essayer de filmer tout ça si j'en ai l'occasion. Voilà, je vais reprendre ma petite lecture avec mon thé et croiser les doigts pour que mon fils dorme bien. Nous sommes samedi matin et je viens vous reparler un petit peu d'Adopt que j'ai terminé hier. Ça y est, je l'ai un petit peu dégommé et j'ai passé vraiment un très très bon moment. C'est assez flippant. Et en même temps, il se passe des choses à la fin qui potentiellement sont compliquées à réaliser, mais enfin, dans notre société, je pense. Mais tout peut arriver. Quand on lit ce bouquin, on se dit, ok, tout peut arriver. Une histoire d'adoption, de maladie, de rougeole, de Covid, de contamination, de pandémie, thriller médical, thriller pandémique, thriller collapsologique. Bref, une très 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 bonne lecture, je vous le recommande encore. J'ai mis quelques post-it.
quand même. Et vraiment très bien, ça se lit tout seul, ça se lit tout seul, donc je vous le recommande très très chaudement. J'ai pas commencé, mais je prévois de le commencer aujourd'hui. La patience des traces. Je vous ai dit que je voulais prendre des petits livres dans ma palle. Il est tout petit celui-ci. Il m'avait été recommandé très 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 fortement par mon libraire. Et je l'avais pris le mois dernier, je crois. Et il fait même pas 200 pages. C'est de Jeanne Ménameur. Il avait reçu un prix, je ne sais plus lequel, mais ça parle des bols cassés au Japon, j'ai oublié le nom japonais, les yuri, un truc comme ça. Vous savez, quand un bol est cassé ou un objet est cassé et qu'il est recollé avec des dorures, donc ça donne une espèce de trace dorée comme ça sur l'objet, et ça a toute une signification, tout un symbolisme, et ça m'intéresse beaucoup, donc voilà, je veux pas relire le résumé, je veux oublier un petit peu de quoi on m'avait parlé sur ce livre, et je veux y aller un petit peu toute vierge d'avis. J'ai mis en plus mon beau marque-page japonais de Fushimi Inari, pas Hinari, qui se trouve à Kyoto, pardon, le temple aux 10 000 torii. Vous savez, le tori, c'est les petites portes comme ça rouges, il y en a 10 000. J'ai pu le monter, j'ai eu la chance de le faire 2 fois, et j'avais ramené un petit marque-page. Donc japonais pile pour ce livre. Après celui-là, je lirai donc La race des orphelins de Oscar Lalo. Je vous en reparle dans mon tas de Brive. Et j'ai acheté aussi, jeudi, je ne sais plus si je vous en avais parlé, je crois pas. La Terre, c'est de Jacques Coq. Et c'est un regroupement de 120 auteurs avec des dessins de Jacques Coq. Et des auteurs... à 120. C'est en soutien avec le Rire Médecin. Je crois qu'il y a 2 € de données pour le Rire Médecin. Il coûte 17,90 €. C'est une bonne action et j'avais bien envie de l'acheter parce que j'ai déjà L'amour c'est en grand format. Et il y a aussi L'enfance c'est qui était sorti en poche, je crois. Je crois que c'est le premier. Ou j'inverse. L'amour c'est... Bref. Et voilà, c'est que des petites phrases, des petits paragraphes à propos de la Terre, et c'est préfacé par Olivier Norek. Donc je suis bien contente de me l'être procuré. Voilà. Alors si on revient sur les achats de Brive un petit peu plus en détail, j'ai donc commencé... Alors, je commençais par quoi? Je crois, voilà, c'est les 2 premiers que j'ai achetés. Le premier, c'est Sandrine Colette, 6 fourmis blanches. Sandrine Colette, dont j'entends beaucoup parler depuis très longtemps. J'avais lu Des nœuds d'acier d'elle, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je l'avais lu il y a au moins 5 ans, au moins. Et la fin, j'aurais voulu un truc encore pire comme fin. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Et là, sur la recommandation de Lucille, L'œil de Luciole dans les polars, j'ai pris 6 fourmis blanches, et sur la recommandation aussi de l'autrice qui m'a dit que celui-là était plus un thriller qu'un roman noir, donc je penche plus vers le thriller. Et du coup, il fait 300 pages, il est très court, et il parle de... je ne sais pas, je ne veux pas le savoir, voilà. Je lis presque plus... je lis presque plus les résumés, donc ça sera un petit peu la découverte. Je ne sais pas quand je le lirai, mais je suis bien contente de me l'être procuré. Le deuxième que je me suis acheté était presque prévu aussi, c'est un Jacques Sausset, parce que j'avais adoré Principe mortel de lui, et on m'a conseillé fortement Le Loupin. Lui aussi me l'a conseillé, il m'a dit que c'était un de ceux qui conseillait le plus pour... pas démarrer, mais presque, voilà, pour rentrer un peu plus dans son univers. Donc j'ai pris celui-là, il fait un peu plus de 400, ouais, presque 470 pages. Et pareil, je ne veux pas savoir de quoi ça parle, je vous laisse aller voir les résumés, bien sûr. Ensuite, alors, on est allé voir Barbara Abel, avec Tatane et Estelle, non, c'était qui? C'était Mag, je crois. Elles ont craqué pour un bouquin ou 2. Et juste à côté, je vois La race des orphelins, chez, je crois que c'est Belfond. Il était sorti pour la rentrée littéraire 2021, je crois. Et je l'avais vu passer parce que cette couverture avec un enfant, genre jeunesse hitlérienne, était assez reconnaissable et assez visuelle. Donc le sujet m'intéressait. Et j'avais pas craqué parce que je me dis, bon, c'est pas grave, à l'occasion, on verra. Et là, je tombe donc sur cette couverture, je lève les yeux et je vois l'auteur. Il n'y avait personne. Je me dis, ah, c'est cool, mais c'est un grand format. Et il me dit, mais en fait, il est sorti en poche. Mais c'est trop bien, et ben je vous le prends direct. Donc il est sorti chez Pocket. Cette couverture est flippante en fait, hein. Elle est touchante et flippante. Elle est un petit peu comme ça. Donc voilà, c'est une écriture très spéciale, une structure très spéciale de roman, donc ça va être très vite lu. Et ça parle donc des enfants, de la manipulation que peut avoir l'histoire sur les enfants.
visiblement, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, je suis allée voir une autrice dont j'étais une autrice avec laquelle j'avais démarré avec Chaviré. C'est Lola Lafont. J'étais passée un petit peu à côté de Chaviré parce que ça parle de danse, parce que je m'attendais à quelque chose de précis sur la danse et qu'en fait ça part dans une autre direction. Et donc, voilà, c'était pas mon truc, quoi. J'avoue, j'avais été un peu déçue. Même si le début était bien, c'était bien écrit, tout ça. Depuis qu'elle est passée à la grande librairie pour parler de Quand tu écouteras cette chanson, bien sûr que j'ai envie de lire Quand tu écouteras cette chanson. Donc j'ai pris Quand tu écouteras cette chanson, que j'ai fait dédicacer bien entendu. Et j'ai découvert Bookmakers, un podcast avec des auteurs très intéressants. Et d'ailleurs, je suis en train d'écouter celui sur Alice Zeniter. Et là, c'était sur Lola Lafont. Il y a 3 épisodes à chaque fois par auteur, donc ça permet vraiment de bien découvrir l'auteur ou l'autrice. Et elle parlait extrêmement bien de La petite communiste qui ne souriait jamais, qui est une biographie avec un peu de fiction et beaucoup de réel, de Nadia Comaneci. Je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, c'était prévu, ces deux-là étaient prévus. Lola Lafont est, je pense, assez timide. Elle peut paraître froide, mais je pense qu'elle est surtout timide. Et voilà, j'étais bien contente de la découvrir et de lui prendre ces 2 romans qui étaient donc prévus de toute façon. Ensuite, un autre dont j'avais vu le nom et à Brive, je me suis dit, il faut absolument que je le voie parce que ça fait des années que j'ai envie d'acheter ce livre, c'est Retour à Whitechapel, donc de Michel Moati. On est sur l'histoire de Jack l'Éventreur, je crois que je vous en ai parlé déjà, puisque j'avais détaillé, mais si j'avais détaillé en fait à Brive, sur le vlog de Brive, bon c'est pas grave. Il a passé 3 ans aux archives de Londres et il s'est renseigné sur Jack l'Éventreur. Et voilà, c'était très intéressant de la manière dont il m'en a parlé. De toute façon, j'étais convaincue, je voulais le prendre, mais j'ai aussi convaincu Estelle, c'est pour ça qu'on va le lire ensemble. On avait prévu janvier, finalement ça sera février, parce que j'ai la chance de partir de petits jours en amoureux à Londres en février. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant le prendre. Et faire une petite photo à Londres avec Retour à Whitechapel. Parce qu'en fait, quand j'ai regardé le plan de Londres, il y a une station qui s'appelle Whitechapel. Et je me dis que ce serait très très classe de faire une photo de ça à Whitechapel. On va voir. Et enfin, Philippe Besson, par Briançon, que j'avais écouté en audio et que j'avais adoré. Et là que j'ai pris en papier. Donc très contente de cet achat qui finalement est déjà lu. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse là. Je conclue le vlog soit aujourd'hui, soit demain, tranquillement avec des petits plans. Et je vous souhaite un bon week-end et une bonne suite de visionnage. Je voulais rapidement vous montrer une petite trouvaille que j'ai récupérée chez ma grand-mère. C'est Les gens de Mogador, là c'est le tome 2, j'ai récupéré le tome 1 qui est chez moi, parce qu'en fait Estelle avait acheté il y a peu la réédition justement des gens de Mogador, le tome 1, et j'avais dit mais attends, moi je l'ai chez ma grand-mère, le tome 1, vas-y je le prends, on le lit ensemble, sauf que là c'est l'édition de 67 avec les pages qu'il fallait encore soi-même découper, l'édition Julliard, la vieille édition, voilà, elle est un peu toute défoncée. Mais en tout cas j'ai le tome 2 et j'ai remarqué que le tome 1 s'arrête au milieu de la nouvelle réédition, ce qui fait que moi le tome 1 c'est en 2 tomes en fait. Un tome 1 ancienne édition vaut 2 tomes nouvelle édition, donc là je pense qu'il y a encore 2 tomes dans celui-ci parce qu'il est quand même assez gros, il fait 410 pages et puis il est écrit tout petit, hein, donc clairement c'est pour le symbole hein, que je vais le lire dans cette édition là, parce que pour sûr j'essaierai de me le trouver en poche si je me lance là-dedans. En tout cas voilà, les couvertures sont assez jolies et puis c'est collector quand même, hein, voilà, donc 1967. Je récupère aussi les pagnoles de ma grand-mère, souvenirs d'enfance, et l'eau des collines, voilà, dans les vieilles éditions également. Comme quoi ça sert de faire du tri chez ses grands-parents de temps en temps. Je dois vider l'appartement là, donc je retrouve plein de bouquins, plein de trucs que je vais donner bien sûr. Mais là il y a des bouquins, je ne peux pas ne pas les prendre. Genre Une vie de Simone Veil, et ben, je le prends en fait. Les gens de Mogador je le prends, les Pagnols je les prends. Il y a un Elsa Triolet aussi que je vais prendre.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis j'ai même trouvé des petits livres pour enfants, pour tout petits avec Bambi et tout. Donc ça je prends pour mon fils aussi. Voilà. Nous sommes dimanche matin et je viens refermer cette semaine de vlog. J'ai commencé hier La Patience des Traces de Jeanne Benhamer, qui est un roman paru chez Actes Sud il y a un peu plus d'1 an, qui est assez contemplatif. C'est un homme qui va commencer par casser son bol d'enfance, son bol qu'il a toujours eu. Et il fait un point sur sa vie en fait à ce moment-là. Il est psychologue, j'ai l'impression pas très loin de la retraite, et il va décider de partir. Voilà. Il va partir au Japon. Et j'en suis là. Donc voilà, c'est très poétique, très contemplatif, très japonisant en fait pour l'instant. Je trouve la couverture très très jolie. Et je suis page 53, il en fait moins de 200. J'aimerais bien avancer beaucoup aujourd'hui, le terminer demain matin. Comme ça, demain matin, je lis ça. Et après, je vais commencer, même aujourd'hui je pense, le Sir Cédric de Fièvre et de Sang que j'avais acheté à Saint-Maur en audio. Et je vais peut-être l'avancer aussi un petit peu en papier quand j'aurai terminé La Race des Orphelins, parce que je ne lis que Chou à la crime jeudi. J'ai décalé à jeudi. Donc comme ça me laisse vraiment le temps dans mon planning d'avancer d'autres lectures. Donc c'est pas plus mal, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment dans ce vlog. C'est mon fils qui en profite parce que il cherche à attirer l'attention parce que je fais autre chose. Donc voilà, je vais vous laisser là. Bonne semaine à vous, bon week-end, bonne nuit, bonne journée, tout ce que vous voulez. Et à très bientôt!